Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal et c'est l'actualité dominante de cette édition. Le pape Benoît XVI renonce au pontificat. Joseph Ratzinger ne sera plus aux commandes à partir du 28 février prochain. Le souverain pontife là, donc c'est ce jour, un jour consacré à la célébration de la 47e édition de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Une commémoration qui se déroule dans un contexte marqué par la précarité de l'emploi. Et dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, comment comprendre l'annonce de la démission du pape Benoît XVI. L'abbé Jean-Benoît Patrick Lend est l'invité de ce 20h. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci une fois de plus, madame, monsieur, de nous retrouver sur le plateau de 20h. Comme indiqué en levée de rideau, le pape Benoît XVI annonce qu'il ne sera plus aux commandes de l'Église catholique dès le 28 février prochain. Les spécialistes du droit canon affirment que cette décision est prévue par la loi, une annonce qui n'est pas une surprise pour monseigneur Paul Nyaga, qui s'exprime dans ce reportage signé Flavien Valondongo. C'est du jamais entendu dans l'Église catholique depuis la nuit des temps. Un pape qui annonce sa démission pour des raisons de fatigue. Et pour le spécialiste du droit canonique, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une chose habituelle dans l'Église qu'un pape démissionne, donc même pour l'archidiocèse de Douala. Mais nous gardons la sérénité parce que le premier responsable de l'Église, ce n'est pas un homme, c'est d'abord Jésus-Christ. Selon des sources, le pape Benoît XVI avait déjà annoncé les couleurs en 2010 lors d'une interview sur un média international qu'il pouvait démissionner dans le cas où il faisait face à certaines difficultés. Cette décision de quitter les rênes de l'Église catholique est le résultat d'une longue réflexion. Et le pape nous a dit dans son communiqué qu'il a longuement réfléchi. Il a beaucoup prié. Il a demandé le discernement à l'Esprit Saint avant de prendre la décision qu'il vient de prendre. La démission d'un pape est prévue par la loi canonique, affirme le spécialiste. Seulement, l'on s'interroge sur ce qui sera fait après sa démission. Quand un pape démissionne, comme le pape le fait là, ou s'il meurt, le siège devient vacant. Et il faudra donc un conclave pour pouvoir élire un nouveau pape. Et lui-même, il a déjà annoncé, le conclave se tiendra en mars. Si la défaillance au niveau des forces physiques est la principale raison de la démission du pape Benoît XVI, des fidèles estiment que c'est pour le bien de l'Église catholique, ce qui lui permettra enfin de réaliser son rêve d'enfance, celui de devenir moine. Notons donc que l'annonce de la démission du pape Benoît XVI fait beaucoup d'écho au sein de l'Église catholique, notamment dans la ville de Douala, où de nombreux fidèles pensent déjà aux nouveaux dirigeants de l'Église. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters Fabien Domondoa et Flavien Valondongo. 13h, ce lundi 11 février 2013, nous sommes dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre et Paul Bonadi-Bon à Douala. C'est le calme apparent dans la cour de l'église. Seuls quelques fidèles assis, concentrés devant la grotte mariale et dans l'église. Pour certains, l'annonce de la démission du pape Benoît XVI n'est pas une surprise. C'est pas étrange parce que je me dis que chacun rend service lorsqu'il se sent vraiment compétent. Peut-être le pape, lui, il a vu qu'il est fatigué d'être. Il ne peut plus gérer l'église, mais il peut prier d'une autre manière pour l'église et il a posé sa démission. Donc, moi, franchement, ça ne m'étonne pas. Pour d'autres, il aurait refusé de se soumettre à certaines exigences non conformes à la loi divine. Je me dis qu'il y a des trucs qu'on l'impose. Et puis, lui, il ne veut pas fonctionner comme ça. Là. Lui, il veut peut-être aller dans la droiture, comme les églises de nos jours sont devenues. Je ne sais quoi, lui, il ne veut pas ça. Il préfère lui démissionner. Moi, je veux dire que peut-être il est démissionné par le découragement. Il y a ceux qui estiment que c'est un libre choix de quitter les affaires lorsqu'on ne se sent plus gai. S'il démissionne, ça veut dire que peut-être on l'oppose, on lui demande de faire les trucs qu'il ne veut pas faire et que lui veut servir l'Éternel d'une autre façon. Bon, mais dans la foi, on tient. On prie tout simplement pour que l'Esprit Saint nous envoie un autre pape. Selon les hommes d'église, l'annonce du départ de Benoît XVI de la tête de l'église catholique sonne comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Néanmoins, ils disent garder de lui une image d'un homme qui aura révolutionné l'église catholique en général.
Le pape Benoît XVI renonce donc à son pontificat. Près de 600 ans après, c'est au tour du 265e vicaire du Christ de rentrer dans le cercle très fermé des souverains pontifes démissionnaires. Avant lui, 3 papes seulement s'étaient prêtés à cet exercice. Des détails avec Serge Alain Otto. 17h56 ce 19 avril 2005, sur le toit de la chapelle Sixtine à Rome. La fumée blanche apparaît. 40 minutes plus tard, le cardinal protodiacre chilien Jorge Arturo Medina Estevez annonce publiquement sur la place Saint-Pierre le traditionnel Habemus Papam. Après un conclave d'à peine 24 heures, l'élection du cardinal Joseph Alois Ratzinger comme successeur de Jean-Paul II et 265e pape sur le trône pontifical. Né le 16 avril 1927 à Markel, en Bavière en Allemagne, il est l'évêque de Rome et anciennement archevêque de Munich et Freising, puis cardinal. Nommé en novembre 1981 préfet de la congrégation de la doctrine de la foi par Jean-Paul II, une charge qu'il va occuper jusqu'à son élection comme pape. Durant 23 ans, il rencontre Jean-Paul II chaque vendredi soir pour faire le point sur le travail de la congrégation pour la doctrine de la foi. Cette institution du Vatican vise à promouvoir et à protéger les doctrines et les mœurs conformes à la loi dans tout le monde catholique. Considéré comme personnage central de l'Église depuis plusieurs décennies, Benoît XVI aura été à l'origine de l'organisation du Saint-Siège. Le 26 juin 2007, il change les règles de l'élection du pape, revenant à celles d'avant la modification décidée en 1996 par Jean-Paul II. Le prochain souverain pontife devra donc à nouveau recueillir les 2/3 des voix des 125 cardinaux réunis en conclave. Benoît XVI signe le 19 décembre 2009 le décret attestant les vertus héroïques de son prédécesseur et le proclame ainsi vénérable de l'Église. Jean-Paul II sera donc béatifié le 1er mai 2011. Connu pour son scepticisme vis-à-vis de la technologie, le pape Benoît XVI n'en demeure pas moins curieux, car en décembre dernier, il a envoyé son premier tweet. Après Georges XII, Benoît IX et Célestin V, Benoît XVI est, ce 11 février, jour qui rappelle la sortie de prison de Nelson Mandela, rentré dans les annales en annonçant qu'il renonce à son magistère le 28 février à 20h. Un pontificat de 7 ans, 9 mois et 17 jours. Un pontificat marqué également par de nombreux soubresauts. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. On remarque que cette annonce de la démission du pape Benoît XVI intervient ce 11 février 2013, un jour consacré à la célébration de la 47e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Dans les villes et campagnes, l'événement a été marqué par le traditionnel défilé du 11 février, une parade animée par des jeunes scolarisés et non scolarisés. À Douala, c'est le lieu-dit place de l'UDEA qui a accueilli la cérémonie. Le thème de l'édition 2013, qui a arrivé à 4 jours seulement de la célébration, est axé sur la responsabilité civique et la participation des jeunes au développement du Cameroun. Un appel qui a été davantage écouté au cours du traditionnel discours du chef de l'État camerounais à la nation jeune. Le chef de l'État, dans son discours, a carrément ignoré les crimes de Mimboman. Aucune évocation de l'insécurité qui règne dans ce quartier de la ville de Yaoundé, où des corps de jeunes personnes sont régulièrement retrouvés sans vie. Des détails avec Serge Alain Otto. Paul Biya aura donc dribblé tout le monde. Lors de son adresse à la nation, le 10 février, le chef de l'État a évolué sur un terrain où on l'attendait le moins. Alors que l'émotion reste vive dans les familles des victimes des crimes de Mimboman, Paul Biya n'aura pendant son discours aucunement fait allusion à ces drames. Peut-être que la longue liste des victimes y est pour quelque chose. Pendant cette autre sortie de Paul Biya, la surprise est venue de l'évocation de la disparition de la petite Kwakam Géraldine, élève du primaire en Banga. Fait plutôt rare, même dans son discours de fin d'année de 2009, le président n'avait pas, en prélude de la célébration du 50e de l'indépendance, fait mention des nationalistes. Kwakam Géraldine, décédée lors de la cérémonie de lancement des activités de la 47e fête de la jeunesse, est donc une exception. D'autres encore qui ont bénéficié de l'attention du président de la République ce 10 février, ce sont les tâcherons, poussards et autres conducteurs de mototaxi.
Cette dernière catégorie, dont le président annonce une profonde organisation de l'activité dans les prochains jours, a été ignorée dans le discours à la jeunesse de 2012, alors que Douala se remettait à peine des événements de Daido. Ce 10 février, les téléspectateurs camerounais habitués ces derniers jours aux coupures intempestives d'électricité ont été témoins de ce phénomène. Mais il ne servirait à rien de se retrancher derrière une hypothétique crise de civilisation pour chercher des explications ou des excuses. Nous devons nos faiblesses pour trouver des solutions. Au premier, c'est-à-dire aux jeunes scolarisés, aux diplômés. Vive le Cameroun! Et ce discours a-t-il intéressé des jeunes Camerounais? Les nombreuses coupures intempestives du courant électrique sont évoquées, aux côtés du faible intérêt que des jeunes accordent désormais aux allocutions du président Biya pour justifier le recul d'Alas Tchana et Sandrine Babo. Des jeunes rencontrés ici à la place de l'UDEAC ce 11 février 2013 disent n'avoir pas suivi le traditionnel discours du chef de l'État à l'occasion de la 47e édition de la fête de la jeunesse. Voilà, il y a trop de coupures. C'est ça aussi le problème, on coupe trop la lumière. Hier, on a coupé la lumière dans notre quartier. Si pour les uns, les délestages qui s'intensifient dans la ville de Douala en particulier est la principale cause de ce rendez-vous manqué, d'autres par contre justifient le désintéressement autrement. Pour cette catégorie de jeunes, rester devant l'écran ou coller l'oreille au poste radio était sans objet. Selon eux, le président de la République, Paul Biya, les a habitués au même refrain chaque 10 février. Chaque année, c'est le même discours qu'il nous dit. Il n'y a rien dit, il n'y a aucune innovation. Quand il y a beaucoup de choses, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, il faut qu'il essaye d'arranger. Les 25 000 jeunes qu'il a dit, finalement, on ne voit pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent malgré qu'ils disent qu'on les a recrutés, mais on ne les paye pas, donc c'est insensé. Il faut qu'ils parlent quelque chose de beaucoup plus qui doit intéresser les jeunes. Parmi ces jeunes Camerounais à l'honneur, quelques-uns se sont dit presque conquis par la sortie du président. Il a pensé jusqu'à accentuer le domaine des motaximens. Et puis, il nous a aussi promis 200 000 emplois. Vraiment, je suis très ravi. Un discours dans lequel il a fait une batterie d'annonces, mais qu'il veut voir se concrétiser. Que vraiment cela soit réalisé, que ça ne soit pas seulement des dits. On attend voir la réalisation, c'est tout ce que je peux dire. Des impressions mitigées au lendemain de l'allocution de Paul Biya et qui traduisent le malaise d'une jeunesse. Un discours avec des annonces qui touchent notamment le secteur de l'éducation. Les enseignants espèrent que les promesses du président Biya en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie vont être tenues. Ils qualifient d'espoir le message du président Biya à la jeunesse. Reportage. Avec les multiples coupures d'électricité observées dans la capitale, de nombreux enseignants n'ont pas pu suivre l'adresse du président de la République à la jeunesse. Ceux qui ont suivi ont été touchés par l'intérêt que Paul Biya porte à leur métier. Le chef de l'État les a invités à retrouver le feu sacré d'antan. Il est question, a-t-il dit, de réhabiliter la fonction enseignante afin de lui donner la place qui lui revient. Une réhabilitation qui passe par l'amélioration des conditions de vie des seigneurs de la craie. Les enseignants partent en retraite à 55 ans. Or, quand on dit enseignant, tous les enseignants devront normalement aller en retraite à 60 ans. Et on devait améliorer la grille des salaires pour aussi encourager les enseignants à mieux se donner au travail. Il a parlé de la grille des salaires, il a parlé des conditions de travail. Et nous avons foi à sa parole. Si le président de la République a dit que les choses iront en s'améliorant, les enseignants attendent impatiemment de voir cette promesse se traduire dans les faits, si tant est qu'ils jouissent effectivement, comme l'a dit Paul Biya, de son estime et de sa compréhension. Nous nous efforçons pour faire le mieux pour que les jeunes soient quelque chose de demain. Donc il va falloir que ce corps-là vraiment soit soutenu. Le chef de l'État l'a dit, il ne faudra pas que les responsables en charge de cela prennent ça à la légère. Nous souhaitons que ça va aller très vite. Ça nous donne encore l'espoir qu'un papa comme le président se met à notre place, qu'il sent notre difficulté. Ça nous encourage davantage. Depuis de longues années,
Les enseignants se plaignent constamment de leurs mauvaises conditions de vie et de travail. Il serait grand temps de mener une profonde réflexion sur l'avenir de notre système éducatif et de tout ce qui va avec. Un autre secteur d'activité formellement mentionné dans le discours du président Biya à la nation jeune, c'est celui des conducteurs de mototaxi. Voici maintenant ce que pensent les principaux acteurs de ce secteur d'activité dans ce reportage signé Pierre Laverdu-Rombang. Ils se battent chaque jour dans l'informel pour nourrir leur famille. Et le chef de l'État, Paul Biya du Cameroun, vient de reconnaître la nécessité d'organiser le secteur d'activité des mototaximens. Il conviendrait sans aucun doute d'organiser la profession et de prévoir à leur intention des stages de formation concernant à la fois le code de la route, notamment le port du casque et la technique des véhicules à 2 roues. La nouvelle, au lendemain du discours du chef de l'État, alimente les conversations. Ça me plaît. Parce qu'en quelque sorte, il y avait déjà les discours du délégué a dit, le préfet a dit, le gouverneur a dit. Mais on était tensionnés parce qu'on savait que le président lui-là, qui est le président à nous tous, peut décider de faire quelque chose pour nous. Nous sommes tous Camerounais. Quand j'ai exercé ce métier, je ne savais pas que les mains au courant, il y a un peu social, etc. À ma grande surprise, il a un point là-dessus. Il a parlé de la formation de réforme, on va apporter dans ce milieu. Il a exercé certains ministères, il devrait s'en charger. Et pour le moment, ces gens-là, je suis au terrain, il vient avec humilité. Si ils trouvent en ce discours de l'espoir, ils ne sont pas sans grief. Il faut que le président voie vraiment le problème de la zone de Monaco. Parce qu'on ne peut pas se payer les papiers, payer la carte grise pour entrer travailler dans le périphérique. Parce que sur la carte grise, tu vois bien afficher CEMA. La carte grise, c'est la carte grise de la zone CEMA. Tu ne peux pas payer les papiers de la zone CEMA pour aller travailler ailleurs et ne pas passer à Monaco. Ils sont au Cameroun plus de 100 000 jeunes qui, à plein temps, s'y consacrent. L'activité s'étend et Paul Biya a sans doute compris l'urgence. L'on devrait leur reconnaître L'activité est-elle une alternative à la précarité de l'emploi au Cameroun? Dans tous les cas, on observe qu'accéder à un emploi au pays n'est pas une chose aisée. L'information et la formation en sont les principaux obstacles. Des détails avec Yannick Mbazoua. L'accès à un emploi au Cameroun demeure un serpent de mer. Premier facteur de cette difficulté, la formation. L'intégration elle est difficile parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes. Je peux prendre l'exemple sur moi, je viens d'une université d'État où nous sortons là sans formation et pour nous intégrer dans le monde professionnel c'est assez difficile parce que nous demandons, on demande chaque fois ce que nous savons faire et pourtant nous avons passé le temps à écrire sur nos feuilles mais sans toutefois pratiquer. Nous constatons que la plupart des jeunes n'ont pas la possibilité de trouver un travail déjà de par la formation qu'ils ont reçue. La plupart ont des formations plutôt administratives et non techniques. Parce que quand vous arrivez dans une entreprise, on vous demande ce que vous savez faire. Et là, vous êtes vraiment coincé. Nous sommes maintenant à la dure au monde. Il faut connaître ce que tu veux faire. Tu ne peux pas créer un salon de coiffure que tu ne connais pas quoi faire. S'ajoute aussi le problème d'information. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas toujours la bonne information pour pouvoir s'insérer. Ou s'insérer, comment faire pour rechercher un emploi, ils n'ont pas toujours cette information. Sous l'aide des projets structurants et dans l'optique d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et être pays émergent à l'horizon 2035, le Cameroun devra mettre en place un socle élargi en matière de formation et d'information. Pour s'intégrer, il faut être bien formé. Et c'est l'occasion aussi de voir quels sont les types de formations qui existent. Et là, vous avez des stands, si vous avez pu voir, les stands occupés par l'enseignement supérieur, qui parlent de plus en plus de la professionnalisation des enseignements. En cette 15e édition de l'emploi jeune, priorité a été donnée aux jeunes en quête d'emploi de s'armer de nouveaux mécanismes à même de les ouvrir facilement les portes du travail. Et visite sous fond de dénonciation, nous sommes dans le département de l'Anvila, région du sud de Cameroun, où des populations indexent les autorités dans l'exploitation frauduleuse du bois. Elles ont fait savoir au tout nouveau préfet de ce département, c'était à la faveur d'une tournée de prise de contact. Roger Takala et Yannick Mbazoua.
Ils ne sont pas passés par 4 chemins pour dénoncer l'implication totale des autorités dans l'exploitation frauduleuse de leurs ressources forestières. L'exploitation frauduleuse qui se passe dans nos forêts et de connivence avec nos autorités d'ici. Vous comprenez bien. Ils sont de connivence. Je porte plainte chez le sous-préfet. Ils m'ont laissé même des papiers comme ça. Ils ont scellé les engins. Les engins là sont déjà partis. Et ils ont retiré les papiers qu'on m'a donnés, qu'on a scellés. C'est le sous-préfet qui a retiré même les papiers là des mains du chef. Quand on exploite une forêt, l'État dans cette ville, donc de là, le sous-préfet vient pour tenir une tenue de palabre pour que les riverains puissent bénéficier. Mais aucune tenue de palabre, on voit seulement les gens qui tirent le bois et s'en vont. Et nous, on ne bénéficie de rien. Au-delà de ce problème d'exploitation frauduleuse du bois, les populations de la villa ont soumis à l'attention du préfet d'autres problèmes, à l'instar du manque d'eau, d'électricité et l'enclavement total des routes rurales. Je l'ai parlé à monsieur le préfet dans mon propos que vraiment, nous ne sommes pas si sensibilisés à ce qui concerne les travaux de notre route là. Je pense très bien qu'avec notre position ici, nous attendons la hiérarchie et qu'elle donne des solutions à suivre. Autre problème soulevé, la lenteur dont fait objet le bitumage du tronçon Mengon-Nkolé-Teto. Dans un langage franc et direct, Marcel Victor Ngangue Mendel a appelé les populations à plus de patience. Excellent. Coupure intempestive du courant électrique, la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun, n'est pas épargnée. Une situation qui complique considérablement la vie estudiantine. C'est un véritable chemin de croix pour les étudiants de l'université de Tchang. Leclerc Tchaken et Étienne Pascal Azegue. Les étudiants de l'université de Tchang ont changé leur mode de révision. C'est en plein air, assis à même le sol ou sur les bancs publics, qu'ils essayent de passer un coup d'œil rapide dans leurs cours avant la tombée de la nuit. Il en est ainsi depuis que la ville de Tchang est sevrée de l'énergie électrique. Une situation désagréable pour les étudiants, d'autant plus qu'elle survient en pleine période d'évaluation. Je me retrouve en train d'étudier au campus parce que je n'arrive pas à étudier à la maison à cause des coupures d'électricité. Chaque soir, je suis obligé de dormir et pour me rattraper, il faut que je vienne au campus étudier. Tout ce qu'on a à faire, c'est dormir parce que l'étudiant, quand il rentre, il n'y a pas de lumière. Tout ce qu'il a à dire, c'est Dieu, toi-même, tu vois. La fréquence des coupures est devenue plus régulière en ce mois de février. L'on parle de 6h à 23h et parfois 8h à 22h chaque jour. Les conséquences sont perceptibles aussi bien chez les étudiants que chez les commerçants. Chaque année, à la veille des compositions, c'est le même scénario qui se répète. Moi particulièrement, j'ai fait une semaine chez moi, j'ai le mal des yeux. Je disais avec la bougie. Mais là, je m'en suis rendu compte que je ne pouvais plus parce que mon mal ne faisait que s'aggraver. Certains gérants de poissonnerie et de boucherie s'abstiennent désormais à passer les commandes, de peur que celles-ci ne soient impropres à la consommation après quelques heures seulement. Vous voyez que tous les poissons sont déjà presque en bois de dégivrage et quand les services sanitaires passent, ils ont souvent tendance à récupérer ce qui est dans la caisse et que ce n'est pas de notre problème, quoi. Vous comprenez ce que vous dites. La fin du calvaire n'est pas pour demain pour les populations de Tchang. Pourtant, une lueur d'espoir était née lorsque le responsable ouest et nord-ouest de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique avait annoncé pour le 31 janvier 2013 la fin des coupures intempestives de l'énergie électrique. Et le collège Liberman dans la ville de Douala a 60 ans. L'événement a été célébré dans la capitale économique du Cameroun. Une année d'activité clôturée par une messe pontificale, mais surtout l'inauguration d'un nouveau bâtiment dont la valeur est estimée à 300 millions de francs CFA. Pierre Laverdier-Romban. Voici le bâtiment flambant neuf, considéré comme le meilleur cadeau du 60e anniversaire du collège Liberman. Des salles de classe, des salles multimédia, une grande cantine scolaire et une immense bibliothèque dans un bâtiment R+2 qui a nécessité plus de 300 millions de francs CFA. Nous sommes au terme de notre objectif, celui de clôturer les activités des 60 ans du collège Liberman. À cette occasion, nous rendons grâce à Dieu parce que s'il ne nous accompagne pas, comme le disait le Méli tout à l'heure,
Sans Dieu, on bâtit en vain. L'ouvrage baptisé Bâtiment Damien Konou, du nom de celui qui en a eu l'initiative, a été inauguré le week-end dernier par Monseigneur Charles Van Damme, archevêque de N'Djamena, de passage chez les jésuites de Douala. Je félicite les parents pour les contributions qu'ils ont données pour la construction de l'établissement. Maintenant, il reste à en faire un bon usage. C'était en présence d'importantes autres personnalités venues encourager Liberman à être toujours plus fort, à faire davantage comme le suggère le thème de l'anniversaire, 60 ans à la quête du Magis. Entamé le 30 juin 2012, les activités marquant l'événement se sont achevées samedi dernier. Heureuse coïncidence avec la Thanksgiving Day, encore appelée Small Chop, qui a donné l'occasion aux élèves de partager un repas fraternel dans les classes. Et on s'amuse. Je suis contente d'avoir célébré les 60 ans du collège. Cette fête de Thanksgiving Day est vraiment belle et bien décorée comme vous pouvez le constater. Et on a bien mangé et après on va se diriger vers la danse où on va bien s'amuser. C'était un prélude à la soirée de gala organisée dans une salle huppée de la place. Excellente occasion de retrouvailles dans une ambiance très détendue. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Comme annoncé en titre, nous recevons sur le plateau débat de 20h de ce soir l'abbé Jean-Benoît Patrick Ling. Bonsoir. Bonsoir, Fénelon. Vous êtes le directeur de l'effort camerounais, le journal catholique qui est connu de plusieurs, ou du moins de tout le monde. Vous êtes vicaire à la cathédrale, oui, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadimon, c'est dans la ville de Douala. Alors, après 8 ans de pontificat de Benoît XVI, il a annoncé officiellement ce jour qu'il va quitter ses fonctions le 28 février prochain. Quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle au sein de l'Église? Il faut dire que la nouvelle de la démission du pape Benoît XVI a plongé le monde dans la stupeur et dans l'émoi. On ne s'attendait pas à sa démission, encore qu'on l'a vu il y a quelques mois. On était à Rome, il paraissait être en superbe forme. Et puis, la dernière expérience du pape Jean-Paul II nous a fait croire qu'un pape pouvait rester jusqu'à son pontificat vraiment aussi longtemps que possible. Alors, mais est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs qui feraient croire aujourd'hui, qui ôteraient toute surprise aujourd'hui? Ceux qui l'ont abordé disent qu'ils ne sont pas surpris. Mais pour nous autres, nous sommes un peu surpris. Parce que nous savons quand même que c'est quelqu'un qui avait à cœur, j'allais dire, l'idoineté et puis la rigueur de la doctrine de la foi. Il a défendu, mais lui-même aussi l'a dit, il a toujours considéré son pontificat comme un service et non comme un pouvoir. Et ce n'est pas le premier. Hein. Est-ce que ce n'est pas un événement exceptionnel? Est-ce que la démission du pape Benoît XVI ne vient-elle pas briser un tabou au sein de l'Église catholique aujourd'hui? Il faut dire que ce n'est pas le premier pape à démissionner. Remontons un peu le temps. En 1045, le pape Benoît IX, un autre Benoît, était le premier à démissionner. En 1046, deuxième pape a démissionné, Grégoire VI. En 1294, Célestin V démissionne. En 1415, le dernier pape a démissionné il y a 600 ans, Grégoire XII. On est à l'époque moderne.
À l'époque moderne, le pape Benoît XVI est le tout premier. Donc ça fait 6 ans disons que nous ne sommes plus habitués à ce genre. Dans tous les cas, l'événement reste c'est inédit, c'est exceptionnel. Alors, maintenant, les raisons qui sont évoquées sont liées à l'état de santé. Le pape Benoît XVI a pratiquement 85 ans. Est-ce que dans le choix d'un prochain souverain pontife, est-ce que vous pensez aujourd'hui que des conditions de santé pourraient être prises en compte? La seule condition, c'est l'âge. L'âge, justement. Il faut que le collège électeur soit constitué de cardinaux âgés de moins de 80 ans. Mais tout le monde le sait. Ils s'entendent, c'est des fonctions assez lourdes qui exigent que le souverain pontife ait une santé tout de même assez solide. Quelle est la vie d'un pape? La vie d'un pape, c'est quoi au quotidien? La vie d'un pape... Est-ce que cela exige une bonne santé? Est-ce que cela exige d'être assez dynamique? Allez voir à distance, on ne pense pas que le pape travaille. Le pape est un évêque. Vous voyez d'abord les évêques des diocèses. Je vois ici chez nous à Douala, ils ne se reposent presque pas. Ils reçoivent, ils sont des prêtres aussi, ils préparent leurs messes et ils sont là à l'écoute des uns et des autres. Et le pape, c'est le souverain pontife. C'est l'évêque du monde. Il légifère, il écoute, il travaille beaucoup. Alors, à peine cette démission est annoncée, beaucoup de polémiques sont soulevées. Comment est-ce que vous réagissez à ces observations faites par un certain clan qui pense que les scandales qui sont survenus au cours du pontificat de Benoît XVI l'auraient déterminé à démissionner, notamment le scandale des prêtres pédophiles? Je ne crois pas. Le pape Benoît XVI, c'est quelqu'un qui a une haute idée de lui-même et il sait que la seule obligation qui incombe à tous les fidèles, à tout le monde, c'est l'obligation à la sainteté. Nous ne sommes pas obligés d'être pape, évêque, prêtre. Nous sommes obligés d'être saints. Et l'histoire nous dit que le pape Benoît XVI avait toujours rêvé d'être moine. Si Dieu lui donne l'occasion d'atteindre plus de 85 ans, et il est libre. Le canon 322, alinéa 2, préconise la démission du pape. C'est peut-être inédit, mais si l'Église l'a prévu, la démission du c'est pape, possible, oui. Pour n'importe quelle raison. Je peux vous lire le canon 332, alinéa 2. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Donc le pape est libre. Il ne présente pas sa démission qui doit être étudiée par quelqu'un d'autre. Il est libre de démissionner selon le droit. Et si le droit l'a prévu, il faut qu'on l'applique. Est-ce que c'est le bon moment alors de démissionner? Il est libre. Il est souverain. Mais maintenant, le moment se pose. Est-ce qu'il n'y a pas une question de moment? C'est lui qui juge de l'opportunité. Il trouve qu'il faut un pape un peu plus jeune, plus en santé, pour supporter vraiment les défis de ces temps modernes. Encore qu'il n'a pas été très volontaire à ce pontificat. Oh, mais il ne l'a pas refusé aussi. Non plus. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Benoît XVI a passé un pontificat assez douloureux, au crible de tous les scandales qui se sont révélés au grand jour? Je ne crois pas. On ne l'a jamais vu particulièrement triste. C'est quelqu'un qui était joyeux et vivement qui le reste toujours. Il aura marqué l'histoire de l'Église par son intelligence. Et maintenant, il la marque par son détachement, par son courage. C'est héroïque de laisser les grandes charges. Parce qu'il n'y a pas que des peines, il y a beaucoup de joie à être
souverain pontife. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette annonce? Après cette annonce, mais il y a la vacance qui va être constatée, et puis le collège des cardinaux, le Sénat, va se réunir et dans la vingtaine de jours, au plus tard dans un mois, on aura un pape. Il sera élu parmi les cardinaux ayant moins de 80 ans. Tout le monde y concourt. Les cardinaux électeurs doivent avoir au plus 79 ans, donc moins de 80 ans. Alors, quand je dis tout le monde peut y concourir, c'est parce que vous suivez certainement mon regard. Je fais allusion aux Africains. Les Africains, ceux qui ont moins de 80 ans, vont concourir. Le cardinal Christian Toumi a eu à concourir en son temps. Alors, après l'annonce de cette démission, on a noté que c'est la stupéfaction totale pour des cardinaux dits du clan italien, pratiquement des conservateurs. Est-ce que aujourd'hui, l'avènement d'un pape, alors d'un pape de retour italien, ne serait-il pas salué par ce clan? L'Église ne voit pas les choses ainsi. Elle évolue. Là, vous êtes en train de nous amener dans le débat du monde. L'Église vraiment ne réfléchit pas ainsi. Et pourtant, l'Église est dans le monde. Oui, mais elle nous montre comment les choses doivent aller. C'est-à-dire qu'il faut renoncer quand on ne peut plus et quand on veut. La liberté. Si d'autres papes sont restés là, malgré le fait qu'ils n'avaient plus de santé, Benoît XVI rentre dans l'histoire comme celui qui aura laissé des choses en pleine forme. Parce qu'on l'a vu il y a juste vraiment quelques jours, il n'était pas si mal en forme. Il laisse parce qu'il a d'autres ambitions. Il doit s'occuper de sa vie intérieure. Et il trouve qu'un plus jeune ferait mieux que lui. Alors, c'est un acte d'humilité. Lorsque Joseph Ratzinger accède au pontificat, l'image que l'opinion retient de lui, c'est l'image d'un pape conservateur. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, au sortir de ce pontificat, qu'il a réussi à contrer cette image? Conservateur, non, mais défenseur de la doctrine, de la foi qui ne doit pas être plongée dans le relativisme. La doctrine de l'Église est là. Elle est peut-être dure, mais c'est la doctrine. On ne peut pas être souple avec certains principes de vie. Il faut au moins rappeler aux gens les normes. Mais ce n'est pas nous qui créons les normes. Si nous sommes chrétiens, on doit respecter les normes voulues par le Christ et enseignées par l'Église. Alors, en tant que membre du corps du Christ, au sein de l'Église catholique, quel est votre souhait pour le prochain souverain pontife? Notre souhait est que le prochain souverain pontife puisse continuer à défendre la doctrine de l'Église, puisse rappeler aux uns et aux autres qu'on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut, et que l'Église continue à être cette lumière-là et ce sel qui donne du goût à la vie, malgré les attaques, malgré les discours contraires. Nous voulons un pape qui continue à monter le Nord. Merci, Monsieur l'abbé, merci d'avoir accepté ce plateau. Je vous remercie, Fénélon. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.